On en vient au gros, si je puis dire, de ce conseil d'arrondissement, une liste relativement importante de délibérations ayant pour sujet la question du logement et de l'urbanisme, et la première qui concerne la réalisation au 3036 rue Jean Cotin, 2834 rue Tristan Tzara, d'un programme de rénovation de 87 logements sociaux, la DLH 177. La parole est à Christian Honoré. Oui, monsieur le maire. En fait, j'ai choisi cette délibération pour parler en général du logement social, et je voudrais revenir sur le point que j'avais relevé au dernier conseil d'arrondissement sur le manque de chauffage à Chalermite. Je dois dire que j'avais ensuite téléphoné à M. Gonzalez. Il y a eu une amélioration, mais ça s'est encore dégradé. Et il y a des habitants qui préfèrent aller loger chez des voisins plutôt que de coucher chez eux, puisqu'il fait trop froid, et ce matin, il y avait encore 16 degrés. Donc là, il y a un vrai problème. Et il y a un problème, pardonnez-moi de vous le dire, mais il va falloir rappeler à l'ordre peut-être Paris Habitat, parce qu'il est inacceptable que des personnes restent un mois depuis le dernier conseil d'arrondissement sans chauffage, ou en tout cas un chauffage totalement insuffisant. Bien entendu, avec Pierre Bonnazel, on est intervenu par courrier. Pour l'instant, ça reste en l'état, puisque j'ai encore reçu un SMS il y a 1 heure pour dire que le chauffage ne marche pas. Et des habitants disent qu'ils souhaitent un moratoire, et je les comprends et on les soutient, un moratoire sur le coût du chauffage, parce que ça fait 1 mois, plus d'1 mois, qu'ils n'ont pas de chauffage. Et j'en profite parce que nous avons reçu avec Pierre-Yves un mail d'une personne, là c'est rue Le Thor, c'est la fille qui nous interpelle pour sa mère de 82 ans. On l'a signalé depuis fort longtemps, encore une fois avec Pierre-Yves. Il y a une gouttière qui fuit, tout le monde connaît le problème. La gouttière fuit et l'eau pénètre à l'intérieur du logement. Donc, avec le froid qu'il fait, la fille s'inquiète pour la santé de sa mère. Voilà. Alors, je suis désolé d'intervenir pour des cas particuliers, mais d'abord, il le mérite. Et ensuite, peut-être, c'est pour attirer l'attention sur le fait que Paris Habitat, parfois, ça manque de réactivité, pardon. Voilà, monsieur le maire. Effectivement, une intervention qui n'a pas grand-chose à voir avec la délibération, mais je suis sûr que Mario Gonzalez pourra quand même nous donner des éléments de réponse utiles. Merci monsieur le maire, merci monsieur Honoré pour cette nouvelle alerte, toujours sur la même adresse, puisqu'effectivement, suite à votre première alerte, j'ai tout de suite interpellé Paris Habitat, et d'ailleurs, je suis un peu d'accord avec vous au départ, mais Paris Habitat s'est excusé par la suite. Paris Habitat m'avait dit qu'il n'y avait pas de difficulté, pour ensuite me réécrire un mail pour me dire « En effet, il y a des difficultés de chauffage ». Nous les avons constatées, et j'en étais resté à ce que des mesures de température allaient être prises, et effectivement, je n'ai pas l'impression que ces mesures aient été prises, et en tous les cas, s'ils avaient été prises, ils auraient constaté qu'effectivement, les réparations n'ont pas été suffisantes. Ça tombe bien, je vais demain au siège de Paris Habitat pour une autre réunion, je rencontrerai la directrice territoriale, et je ne manquerai pas de l'alerter. En revanche, pouvez-vous m'indiquer, parce que vous avez dit la rue Le Thor, mais il faudrait le numéro de la rue Le Thor. 21 de la rue Le Thor. Voilà. Parfait, très bien. Donc je note et j'alerterai demain en personne sur ces difficultés. Merci beaucoup. Et donc moi, de mon côté, je vais mettre aux voix la DLH 177 qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Les délibérations DLH 166 et 79 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées. La parole est à Eric Ellers concernant la DLH 187 qui concerne la réalisation 64 rue Le Thor d'un programme d'acquisition-amélioration de 17 logements par Logiciamp. Oui, merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Effectivement, il s'agit d'une préemption dans un immeuble qui est décrit comme étant dégradé, comme ayant subi un manque d'entretien et qui ne comporte pas d'ascenseur. C'est un dossier que nous avons déjà examiné avec la DLH 53 lors de la précédente séance. DLH qui indiquait un achat pour plus de 4,9 millions d'euros. Avec cette délibération, nous avons des éléments plus précis sur le projet, à savoir le montant des travaux, le montant a priori exact des travaux,
ainsi que les surfaces. Ceci nous permet de reconstituer le coût que va représenter cette opération. En effet, dans un type d'opération comme celui-là, où les personnes, les habitants, les locataires, donc, ont subi une situation dégradée, ils se trouvent dans un immeuble qui pourrait à terme conduire à un péril, il n'est pas forcément illégitime que la ville s'empare du dossier et préempte. Toutefois, il faut voir à quel prix elle va préempter. Dans le cas présent, le coût auquel nous aboutissons est à plus de 11 000 € du mètre carré. Donc c'est considérable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la ville a surpayé cette préemption. En effet, l'immeuble a été acheté en étant occupé. La bâtisse en question est décrite comme étant fort modeste et avec des travaux et sans confort puisqu'il n'y a pas d'ascenseur. Parvenir à ce prix-là est quand même très très cher et donc pose la question de l'utilisation des deniers publics, même si sur l'opportunité, la question se pose moins que dans d'autres cas de préemption. Aussi, nous aimerions avoir, Monsieur le maire, avant de vous poser des questions, j'ajoute également qu'il est prévu dans le projet qu'il y ait à nouveau du chauffage au gaz. Donc nous sommes dans un projet qui fait fi du contexte et des perspectives sur ce type d'énergie qui est amenée à être fortement réduite, voire à disparaître. Donc ce n'est pas très durable. Aussi, Monsieur le maire, pourriez-vous nous indiquer, si vous avez d'autres éléments de contexte, est-ce que cet immeuble était sous l'emprise d'un marchand de sommeil? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'intervention avant d'en arriver à une situation aussi dégradée, sachant que la ville dispose de moyens pour traiter les immeubles en situation de dégradation? Et enfin, est-il prévu, pour un coût aussi élevé, d'installer un ascenseur? Je vous remercie d'avance pour vos réponses, sachant que, a priori, nous voterons contre. Merci, Mario Gonzalez. Bien, vous avez toujours une vision comptable des choses. Nous avons une vision humaine des choses. Et ce que nous souhaitons, c'est d'abord et avant tout, et ce, indépendamment du coût, faire en sorte que les familles qui habitent dans cet immeuble fortement dégradé puissent vivre dignement. Et si cela coûte 11 000 m², cela coûtera 11 000 m². Voilà, c'est le prix du bien-être et de la dignité de ces personnes. Donc, voilà, c'est votre vision comptable des choses qui vous amène à voter contre. Nous avons une autre conception de comment réhabiliter, comment faire en sorte que des Parisiennes et Parisiens puissent conserver leur logement et y vivre dignement et avec les normes de confort qui s'appliquent. Sur le gaz, alors je vois que vous n'êtes absolument pas un ami du gaz. Vous m'apprenez que le gaz va être amené à disparaître. Je suis sûr que GRDF sera très content d'apprendre cela. Pour ma part, je ne suis pas un spécialiste de l'énergie. Je doute que le gaz disparaisse du jour au lendemain. Et en ce qui concerne le choix énergétique, il relève aussi d'aspects purement techniques, mais ça je vous l'ai déjà exposé à d'autres occasions, c'est que souvent les bailleurs, lorsqu'ils examinent les travaux de réhabilitation, il faut aussi qu'ils voient quels sont les réseaux existants. Et vous parliez justement de travaux raisonnables et dans des coûts raisonnables, et bien justement, parfois, il est plus intéressant de préserver le réseau existant qui, en l'occurrence, a priori, un réseau gaz, ou alors, parfois, tout simplement, on a un réseau électrique qui est complètement défaillant et il est plus intéressant économiquement d'installer un réseau gaz. Ça, c'est le bailleur qui juge de l'opportunité. En l'occurrence, moi, entre gaz et électricité, je ne saurais pas faire un partage ni un arbitrage, mais une chose est sûre, je vais écrire demain à GRDF pour leur annoncer leur prochaine disparition. Merci. Une explication de vote de la part de Yann Brossat. Oui, en deux mots. D'abord, c'est du logement social à Montmartre, ce qui est une bonne nouvelle. On est dans un quartier qui est déficitaire en matière de logements sociaux. Et par ailleurs, je voudrais quand même noter une petite contradiction du côté des bancs de la droite, parce que si vous dites c'est 11 000 € du mètre carré en coût de sortie, d'abord, excusez-moi, 11 000 € du mètre carré, c'est le prix de marché. Donc ce que vous nous dites, c'est il aurait fallu acheter en dessous du prix de marché. Mais si on avait acheté en dessous du prix de marché, vous nous auriez dit qu'on spolie le propriétaire. Vous êtes attachés comme nous au droit de propriété, qui est un droit constitutionnel.
Donc vous ne pouvez pas dire à la fois que c'est pas bien d'acheter en dessous du prix de marché parce que ça porte atteinte au droit de propriété, et dire, en l'occurrence, sur ce dossier-là, qu'on achète trop cher. Tout ça me paraît quand même un peu contradictoire. Merci Yann Brossat. J'ajoute peut-être un mot. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise, non pas qu'on parle du prix de sortie, ça c'est normal, c'est des chiffres, c'est logique d'en parler. Mais enfin, une collectivité n'achète pas pour faire un bénéfice ou un profit. On n'est pas un investisseur. On investit pour permettre aux Montmartrois de rester des habitants de Montmartre, et avec l'idée que ce patrimoine que nous faisons acquérir, que nous acquérons, qui va devenir le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens, nous reste. Notre objectif, c'est pas de revendre dans 10 ans en faisant une plus-value. On n'est pas une agence immobilière et on n'est pas une structure qui fait du profit, on fait du logement. Et je trouve que juger les opérations de logement social qu'on fait, notamment dans les quartiers les plus déficitaires, sur des critères qui seraient celui d'un investisseur, même institutionnel, dont l'objectif serait de rémunérer des actionnaires, et à la fois injuste sur le fond, à la fois injuste et faux sur le fond. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Et donc moi, je considère que la capacité pour les classes moyennes de Montmartre de rester des Montmartrois, ça vaut un investissement public. Par ailleurs, et j'en finirai là, l'investissement public dans le logement, c'est pas de l'argent qu'on donne, c'est pas de la charité qu'on fait. C'est d'abord un patrimoine qu'on constitue, et comme toute structure, on constitue du patrimoine en faisant de la dette, en empruntant. Mais c'est un patrimoine qui ensuite qui est maintenant celui des Parisiennes et des Parisiens. D'ailleurs, si un jour la ville voulait revendre, elle revendrait. Mais c'est surtout un investissement qu'on fait dans la possibilité de construire la ville qu'on veut. Et dans la ville qu'on veut, nous en tout cas, on considère que la richesse ne doit pas être le seul élément qui autorise quelqu'un à habiter quelque part. Et nous, on ne considère pas qu'il y a des gens à Montmartre qui sont trop pauvres ou pas assez riches pour pouvoir continuer d'y habiter. Et voilà, c'est une divergence que je voulais noter. Non, la ville n'est pas un investisseur qui achète pour rentabiliser un bien immobilier. C'est un investisseur qui achète, constituant aux Parisiennes et aux Parisiennes par ailleurs un patrimoine collectif, mais surtout qu'il le fait à très long terme. Probablement que nous ne connaîtrons aucun d'entre nous jamais la revente par la ville par Logicium ou par la ville de Paris de ce bien. C'est pas notre objectif. Et donc dans 50 ans, quand on sera toujours propriétaire de ce bien, on se dira finalement on a fait une très bonne décision d'investissement. Ne comparons pas la collectivité publique aux familles. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi je vais mettre, allez-y, un mot de conclusion et puis ensuite on passe au vote. Oui, chers collègues, vous parlez des prix de Montmartre. Je ne savais pas que la butte Montmartre allait jusqu'à la porte de Clignancourt, puisqu'il se trouve que la rue Le Thor est en fait à proximité de la porte de Clignancourt. Elle est entre Jules Geoffrin et porte de Clignancourt, ce qui relativise beaucoup le niveau de prix que vous signaliez. Voilà. Et par ailleurs, concernant la vision comptable et la vision humaine, on n'est pas du tout dans cette logique-là, on est dans une question de bonne gestion. Voilà, et d'acheter au juste prix un bâtiment qui manifestement ne valait pas la somme à laquelle il a été préempté. C'est tout. Merci. Et nous confirmons notre vote défavorable sur ce projet. Merci. Merci. Je vais le mettre aux voix. Je récuse ce terme qui ne valait pas. Parce que ne pas valoir, c'est par rapport à quelque chose. C'est une comparaison. Et nous ne pouvons pas comparer les choix d'investissement public d'une collectivité locale avec celui d'un investisseur qui est là pour se faire du fric. Nous ne sommes pas là pour nous faire du fric, nous sommes là pour loger les Parisiennes et les Parisiens, et donc je récuse totalement cette notion de comparaison. Après, que vous ne voulez pas faire cette opération, c'est tout à fait votre légitimité et votre droit, mais vraiment, je suggère qu'on évite ce type de comparaison qui n'ont aucun sens. On n'est pas une agence immobilière, on n'est pas une structure qui est là pour rémunérer des actionnaires. Notre sujet, c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens et le logement des Parisiennes et des Parisiens. Voilà pourquoi moi, je voterai avec beaucoup de joie cette délibération DLH 187 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Les délibérations DLH... Je crois que quelqu'un a laissé son micro allumé quelque part. C'est pas grave. Ça résonne, mais c'est pas grave. Les DLH 230 et 234 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées. La parole est à Émile Meunier concernant la DLH 325, programme d'îlot de fraîcheur par Bâti-Gère Habitat. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues.
Cette délibération qui concerne la création d'îlots de fraîcheur, concrètement, c'est qu'on enlève le bitume, le béton dans les cours intérieurs de nos logements sociaux. C'est la première d'une longue série, à la fois dans ce conseil, mais dans tous les conseils qui vont suivre. Parce que la ville de Paris, avec ses bailleurs sociaux, s'est maintenant lancée dans une politique massive de confort d'été, c'est-à-dire qu'en plus des rénovations thermiques classiques, pour garder la chaleur des appartements en hiver, il faut maintenant penser évidemment aux canicules de l'été. Et pour ça, rien de tel que débitumer, planter massivement. J'ajoute que ça n'est qu'un petit volet, la partie végétalisation des logements sociaux, qu'un petit volet d'un plan plus large qui s'appelle le P300, c'est le plan 300 hectares ouvert au public d'ici 2040, qui a été voté à la fois dans le plan local d'urbanisme et à la fois dans le plan climat. C'est un chantier titanesque. 300 hectares, pour vous rendre compte, c'est environ 10 fois le parc de la Villette. Et pourtant, nous avons, avec un travail acharné des services et des adjoints concernés, de la PUR aussi, réussi à identifier ces 300 hectares. C'est pas facile à aller obtenir, puisque ça n'est pas que créer des grands parcs, c'est aussi ouvrir des espaces verts existants, créer des rues pour en faire des jardins, etc., etc. C'est faisable, mais ça va demander un portage politique, des moyens financiers, une constance, une persévérance qui vont être du niveau de ce que nous avons fait, par exemple, pour passer de 10% à 25% de logements sociaux ou pour réserver les 2000 immeubles insalubres à Paris. Donc vraiment le chantier à venir de la ville de Paris. Et comme il va y avoir une enquête publique sur le plan local d'urbanisme avec une carte pour pouvoir identifier les différents endroits où on pourrait mettre des emplacements réservés pour faire des espaces verts, j'invite évidemment tous et toutes, chers collègues, à vous en saisir et à saisir autour de vous les personnes que ça pourrait intéresser pour pouvoir massifier les emplacements réservés aux espaces verts. Sur la question des bailleurs sociaux, donc ça commence, c'est work in progress, si je puis dire. Pour en avoir parlé avec Thierry Caillé, qui a travaillé comme concierge donc, dans des bailleurs sociaux, je peux vous dire que c'est pas encore totalement parfait la manière dont les travaux sont faits, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est le début d'une aventure et qu'il faut évidemment le faire collectivement avec les premiers concernés pour pouvoir s'améliorer de façon continue, mais je n'en doute pas une seconde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Mario Gonzalez veut ajouter un mot. Oui, dire que par rapport au plan local d'urbanisme, effectivement, nous avons déjà mené un très gros travail d'identification à la mairie du 18e de différents espaces qui pourraient être végétalisés ou des espaces verts d'ores et déjà existants dans le parc social, mais aussi dans le parc privé, qui seraient définitivement sacralisés pour éviter toute construction en cœur d'îlot. Donc on avance, et effectivement, Émile l'a rappelé, il y a une enquête publique, donc il est encore temps d'identifier des espaces verts dans le parc social ou dans le parc privé qui pourraient être sacralisés. Je précise également qu'il s'agit d'une réhabilitation Bâti-Gère Habitat que la mairie du 18e suit particulièrement. Je me permets de saluer d'ailleurs la représentante des locataires, Madame Chassaigne, qui est très combative et qui a permis d'améliorer ce projet de réhabilitation au plan climat d'un immeuble des années 80 qui réunit l'ensemble des désordres propres à cette architecture néfaste des années 80. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DLH 325 qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie. La DLH 322 n'a pas fait l'objet d'inscription. Elle est adoptée. La DLH 347 qui concerne l'approbation des éléments financiers de la première concession avec la Soreca et la parole et pour cette délibération, la parole est à Éric Ellers. Une prise de parole très brève pour signaler le déport de M. Granier et notre abstention. Merci. Je vais donc la mettre aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Rue de Granier, elle est adoptée. Je vous en remercie. Et on arrive rue des Cloïs pour la location d'un immeuble à la RIVP. La parole est à Éric Ellers. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'un bel immeuble qui a été préempté. Nous avons au cours de ce conseil 2 délibérations qui concernent la même adresse, à savoir la présente, la DLH 351, mais également la DLH 416.
Donc, je me propose d'intervenir conjointement sur les deux, sachant qu'elles ont été réunies. Habituellement, on a l'une puis après l'autre. Les services ont dû travailler avec beaucoup de vigueur pour nous livrer les deux lors du même conseil. Je me suis livré au même travail qu'habituellement, donc je vous fais grâce de la méthode qui expliquera l'écart entre ce qui est écrit dans les délibérations et les chiffres que je vous donne. C'est un écart qu'avait relevé notre collègue Émile Meunier lors du précédent conseil. Il s'explique par le fait que je reprends l'ensemble des chiffres et que je refais le calcul. Et donc dans le cas présent, avec la délibération la plus proche, qui est donc la DLH 416, nous arrivons à un prix de plus de 9 000 € du mètre carré. Voilà. Nous avons un immeuble dont les étiquettes logement sont F et G. Ça, c'est indiqué dans les éléments. Il s'agit donc d'un repoussoir à investisseurs. Il est bien que la ville, ce sera peut-être le seul aspect positif, l'un des seuls aspects positifs, hormis évidemment pour les gens qui bénéficieront de ces logements, c'est qu'elle va investir pour améliorer l'étiquette énergétique de ces logements, faire qu'ils soient habitables avec moins de charges. Le chauffage électrique est prévu, donc ça c'est bien également. Nous ne savons pas s'il dispose d'un ascenseur, mais certainement que M. Gonzalez a ça dans ses tablettes, puisque la question est désormais classique. Je pense qu'il a dû l'anticiper. Voilà. Donc, s'agissant d'une dépense qui ne va pas créer de logement, qui ne va donc pas contribuer à résoudre la crise du logement, qui a un prix élevé, très habituellement, nous voterons contre. Je vous remercie. Merci. Mario Gonzalez. Oui, je ne reviendrai pas sur les considérations comptables, financières que vous évoquez. En revanche, cette préemption, je l'ai suivie de près. Je peux même dire que j'ai un peu milité pour que la ville préempte, puisque figurez-vous que c'est l'immeuble où il y a le célèbre restaurant Le Bon Coin, et qui est une institution dans le quartier. Et lorsque j'ai vu que cette adresse était en vente, j'ai tout de suite vu le péril d'un promoteur qui, lui, n'hésiterait pas à avoir une vision comptable. Et quand vous voyez le niveau de menu que pratique Le Bon Coin, je doute fort que le nouveau loyer qui serait appliqué par le promoteur serait adapté à cette institution du 18e arrondissement. Avec nous, Le Bon Coin, pour le coup, on pourra s'assurer de son maintien. Et donc, nous nous en réjouissons. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Et moi, je suis très heureux que nous puissions faire du logement social 49 rue des Cloïs, dans un des quartiers du 18e, qui est le plus déficitaire en logement social. Rappelons que le 18e a tout juste atteint les 25% de logements sociaux et que donc nous allons poursuivre nos efforts aussi longtemps que les Parisiennes et les Parisiens nous feront confiance pour le faire, et je pense que ça va durer. Et donc je mets au voie la DLH 351, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie. La DLH 358 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. Et on arrive à la DLH 361, je vais y arriver, qui concerne un programme de construction d'une résidence étudiante Gare des Mines. La parole est à Éric Ellers. Merci, Monsieur le maire. Nous sommes favorables aux résidences étudiants. Donc, sur le principe de ce projet, nous n'avons aucune difficulté. En revanche, nous souhaiterions nous assurer de l'intégration architecturale de cette résidence dans le futur quartier et de la qualité de sa réalisation. Aussi, nous aurions aimé savoir si vous disposez d'une représentation de l'esthétique de la future résidence. Je vous remercie. Mario. Eh bien non, puisque... Voyez-vous, nous en sommes encore au dépôt des dossiers de candidature des différentes équipes architecturales. Tout ce que je peux vous indiquer, ce sont les prescriptions architecturales qui ont été données aux équipes d'architectes qui souhaitent candidater. Je vous donnerai la même réponse pour l'autre délibération. Donc aujourd'hui, moi-même, je n'ai pas de visuel. Ce que je peux vous dire, c'est que les principes qui s'appliquent aux ZAC pour Paris, en tout cas les ZAC les plus récentes, vont s'appliquer. Donc sobriété, alignement de façade, pas de saillies, des attiques en retrait, naturellement tous les logements avec un confort optimal, donc traversant
et si possible multi-orientés, et des espaces extérieurs pour l'intégralité des logements. Ce sera le cas pour ces logements étudiants, mais je n'ai malheureusement pas de visuel encore à vous proposer. Pas malheureusement, il faut que les choses se fassent dans le bon ordre et respecter aussi la capacité pour les architectes de produire et pour les jurys de choisir le meilleur des projets. C'est dans le cadre de la concurrence libre. Beaucoup d'équipes d'architectes, j'espère, répondront. Je voulais compléter la réponse en un mot et dire que pour Gardes des Mines Fillettes, comme pour Chapelle-Charbon, les moments où on a pu présenter les projets, notamment au pavillon de l'Arsenal, ont beaucoup intéressé l'ensemble des acteurs. Et donc, je n'en sais évidemment rien, mais je pense qu'on aura, comme pour Chapelle-Charbon, beaucoup de projets parmi lesquels il faudra qu'on choisisse, parce qu'il y a un intérêt très important de la part de l'ensemble des acteurs, et notamment des jeunes architectes, de faire leurs mains sur des projets à Paris. Et donc, j'espère qu'on pourra choisir entre plusieurs très beaux projets. Monsieur Ehlersen, un dernier mot. Oui, pour vous signaler que, à la lumière de vos éclaircissements, nous voterons pour cette délibération. Je la mets aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. Les délibérations DLH 373 et 386 n'ont pas fait l'objet d'inscription. Elles sont adoptées. La parole est à Eric Ehlers concernant la réalisation au 1 rue de la Charbonnière d'un programme de rénovation pour 9 logements par Immobilière 3F. Ici encore, il s'agit d'un sujet sur lequel nous sommes favorables, à savoir la rénovation, qui plus est la rénovation de logements sociaux, qui permet aux locataires de diminuer leurs charges, ce qui va dans un bon sens. Toutefois, la rénovation dans ce cas-là semble coûter plus cher que le logement lui-même, puisque on nous annonce des sommes qui dépasseraient qui approcheraient les 270 000 € par logement. S'agissant d'un immeuble de facture assez modeste, qui est dans le quartier de la Goutte d'Or, cela nous semble extrêmement élevé. Donc notre question était, n'y avait-il pas moyen d'optimiser le coût de cette rénovation? Une question d'opportunité. Si l'on calcule le retour sur investissement, on aura un retour sur investissement dans 1680 ans, sans commentaire. Voilà, alors, donc, voilà, nous sommes favorables donc, à la rénovation énergétique, mais pas au quoi qu'il en coûte. C'est pourquoi nous sommes dans l'attente de vos explications sur cette opération. Je vous remercie. Merci Mario Gonzalez pour vous répondre. J'ai une explication de vote de Yann Brossin ensuite. Vous avez utilisé l'expression parfaite qui vous caractérise, retour sur investissement. Moi, je ne fais pas de la politique sur le retour sur investissement. Voilà. J'ai des clients dans ma profession qui font des raisonnements, retour sur investissement, mais là, en l'occurrence, ce sont des administrés, ce sont des usagers, ce sont des habitants du 18e, qui n'en ont rien à faire du retour sur investissement de la ville de Paris. Ce qu'ils souhaitent, c'est vivre, encore une fois, dignement. Donc ce n'est encore une fois pas comme ça qu'on raisonne en matière de logement social, et encore moins pour des immeubles faubouriens comme celui-ci, qui, comme vous l'avez dit, est un immeuble qui aujourd'hui est une véritable passoire. Et vous savez, les immeubles faubouriens sont les plus coûteux en matière de réhabilitation thermique, puisque nous avons affaire non pas à de la pierre de taille, qui elle-même comporte une inertie thermique très avantageuse. Là, en l'occurrence, il faut faire des isolations assez lourdes par l'extérieur généralement, qui coûtent très cher, mais qui garantiront aux habitants de cet immeuble un confort thermique et un retour à une dignité bien méritée. Merci beaucoup. Yann Brossin. Dans le même sens que Mario Gonzalez, c'est quand même choquant d'entendre dire que c'est cher pour la Goutte d'Or. Parce que c'est quand même ce que vous avez dit. Vous avez dit c'est cher pour la Goutte d'Or. La rénovation d'un immeuble, elle ne coûte pas moins cher à la Goutte d'Or qu'ailleurs. Elle coûte le prix qu'elle coûte. C'est pas parce que c'est à la Goutte d'Or que ça coûte moins cher. Donc, en l'occurrence, la seule question, c'est est-ce qu'on accepte que des habitants vivent dans des passoires thermiques à la Goutte d'Or ou ailleurs? Et donc, si on ne veut pas que ce soit le cas, il faut accepter de rénover des immeubles. Et évidemment, ça présente un coût. Enfin, la question, c'est est-ce qu'on veut que les gens puissent vivre dignement, quel que soit le quartier dans lequel ils résident? Une explication de vote de la part d'Émile Meunier. Oui, j'ajouterais à ce qui a été dit le fait que, d'une part, c'est évidemment des économies d'énergie, et d'autre part, c'est une revalorisation du patrimoine du bailleur social. Donc, vous l'avez dans vos termes, votre retour sur investissement. Et enfin,
c'est la loi qui l'impose, parce que vous n'êtes pas sans savoir que passé un certain délai 2025 puis 2028, certains logements ne pourront plus être loués si c'est des passoires thermiques. Et donc c'est une obligation légale, et les bailleurs sociaux font une chose très bien, c'est-à-dire appliquer la loi et faire les travaux qu'il faut pour pouvoir y répondre. Merci beaucoup, et puis je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce sujet au moment où Anne-Claire Boux se parlera du plan climat, parce que finalement tout ça rentre aussi dans la même logique de nos politiques publiques. Monsieur Ehlers, vous voulez rajouter un mot ? Oui, monsieur le maire, oui, je suis toujours admiratif devant la manière qu'a monsieur Brossat de me faire dire des choses que je n'ai pas dites, avec toujours cet aspect de procès d'intention. Il n'est pas du tout, évidemment, dans nos propos de critiquer le fait que l'on fasse des opérations à la goutte d'or, bien au contraire. C'est uniquement le prix exorbitant de l'opération qui nous interroge. Moi, c'était juste ça que je souhaitais avoir. Effectivement, M. Gonzalez a expliqué la question du patrimoine faubourien, qui est très coûteux, et je suis ravi à cette occasion d'apprendre qu'il est favorable à la pierre de taille. Nous l'avions proposé lors de l'examen du PLU, ça avait été rejeté par vous. On cherchait la cohérence, mais effectivement, la pierre de taille, non seulement esthétique, mais a de l'inertie thermique, ce qui est intéressant. Mais oui, peut-être que ça, finalement, vous n'aimez pas ça quand même, malgré tout. Donc, au vu de ces éléments, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Je vous suggère d'aller visiter un certain nombre des nouveaux projets, par exemple à 2 pas d'ici, l'îlot fertile dans le 19e, et vous verrez qu'on est très attaché au nouveau mode constructif, la pierre de taille n'étant pas le seul mode constructif adapté aux contraintes du changement climatique. Et je pense que, par exemple, si vous regardez avec attention les projets architecturaux de Chapelle-Charbon, vous verrez qu'on est capable de construire de façon très qualitative, avec un coût carbone bien plus faible, et qu'on le fait aussi à Paris, et qu'on est attaché à tous les modes constructifs qui évitent de créer des passoires thermiques. Les années 80 sont passées par là, et nous, on en a tiré les conclusions. Et donc, je mets aux voix la DLH 395, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. La DLH 396 n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. Et on en vient à la DLH 411, qui concerne l'immeuble du 93 de la rue du Poteau. Et la parole est à Éric Ehlers. Merci, monsieur le maire. Cette fois-ci n'est pas coutume. Il s'agit d'une opération de conventionnement du patrimoine privé des bailleurs sociaux. Ce type d'opération a eu cours il y a quelques années. Je ne savais pas qu'il en restait encore, donc nous en avons un. Quelque part, c'est de bonne guerre. C'est vrai que pour parvenir aux chiffres imposés de taux de logements sociaux, il est tentant de conventionner ce patrimoine. Nous n'y sommes pas favorables. Pourquoi ? Parce qu'on constate que dans ce patrimoine privé des bailleurs sociaux, ce n'est pas un marché libre qui a eu cours, mais que ce sont beaucoup de classes moyennes et qui risquent du coup de se trouver chassées d'immeubles où elles habitaient depuis fort longtemps. C'est malheureusement un effet pervers de la loi. Là, on avait de la mixité constatée, expérimentée, et elle risque de disparaître, puisque, comme nous avons pu le voir quand je vous avais posé la question, lorsqu'il y a attribution de logements sociaux, vous ne faites pas attention en fait à créer de la mixité. Vous appliquez des critères, et les critères, évidemment, mécaniquement, mathématiquement, aboutissent à ce que ce soit toujours le même type de personnes qui soient attributaires, à savoir les personnes les plus nécessiteuses. Voilà. Un sujet également sur le coût de cette opération. Là aussi, on ne crée pas de nouveaux logements, mais au total, la ville devrait bénéficier d'un loyer capitalisé de plus de 13 millions d'euros. Et comment est-il financé ? Avec notamment de la dette de l'État, qui pour le coup endosse ce procédé à travers les prêts de la Caisse des dépôts et consignations et des autres prêts qui sont mentionnés dans la délibération. On voit qu'il y aura beaucoup de PLS dans ce programme. Et sur ce point, j'aurais aimé avoir votre position sur cette catégorie de logements. Sur d'autres mairies d'arrondissement, il avait été constaté que ce logement qui est destiné à des classes moyennes
est parfois difficile à pourvoir parce qu'il présente des loyers plus élevés que le logement de type PLAI ou PLUS, mais qu'il impose quand même que les revenus ne soient pas trop élevés, ce qui laisse une fenêtre de tir assez étroite pour le vivier de population qui peut y répondre. Donc peut-être avez-vous des éléments pour nous dire ce que vous pensez du PLS. Voilà. En l'occurrence, nous voterons contre et sommes dans l'attente de vos précisions. Je vous remercie. Merci Mario Gonzalez. Merci. Alors, premier point que vous abordez, la question de la mixité. D'abord, vous dites que du fait du conventionnement, certains locataires seraient amenés à être expulsés, ce qui est totalement faux. La ville et les bailleurs sociaux ne pratiquent absolument pas cela. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les conventionnements et les préemptions, d'ailleurs, il a été prévu, lorsqu'il y a notamment des baux libres qui précèdent la préemption, eh bien, de maintenir ces baux libres jusqu'au départ des locataires pour éviter justement l'application d'un surloyer. Ça résulte d'une modification législative, je crois que de la loi Elan de mémoire, suite à un amendement qui avait été demandé justement par la ville, puisqu'effectivement nous nous retrouvions, enfin les bailleurs sociaux se retrouvaient dans une situation un peu désagréable, effectivement, où ils étaient contraints d'appliquer un surloyer par application de la loi Moll, pour être tout à fait précis, et donc, effectivement, des locataires se retrouvaient à devoir payer des sommes très importantes. Et pour casser cet effet pervers, depuis maintenant plus de 5 ans, nous n'appliquons pas de surloyer et nous préservons le bail préexistant pour justement maintenir les locataires en place. Donc ce problème que vous évoquez n'existe plus. Par ailleurs, toujours sur la mixité, vous dites qu'il n'y a pas de mixité et qu'on met des catégories différentes, comme je vous l'ai déjà expliqué à maintes reprises. D'abord, rappelez que 70% des Parisiens peuvent prétendre au logement social et qu'ils peuvent prétendre aux différents financements du logement social qui se traduit par un niveau de loyer. Et vous le savez, vous avez les PLAI qui est pour le logement très social, les plus et les PLS. Et donc là, c'est une très belle illustration, si vous voulez. Ça veut dire que 70% des Parisiens sont par exemple éligibles à ce bâtiment à un logement à 14,18 € du mètre carré. Donc, dans chaque immeuble et dans chaque opération que nous réalisons, nous assurons cette mixité, puisque si vous regardez la différence du prix de loyer avec le PLAI, on est à 6,48 € du mètre carré, donc ce n'est pas du tout les mêmes revenus. En revanche, sur la question que vous posez du PLS, il faut être un petit peu plus précis, puisqu'effectivement, il y a une petite difficulté sur les PLS. D'abord, vous dire que les PLS F1, F2, F3, il n'y a aucune difficulté. La difficulté à laquelle on peut être confronté, mais qu'on finit par résoudre néanmoins, mais c'est vrai, il y a eu une petite difficulté par rapport à cela, et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a créé la BRS et le logement, l'accession sociale à la propriété version Paris, c'est que pour les logements familiaux, très grands, dans des constructions nouvelles, et donc avec des coûts de construction élevés, le niveau de loyer, même s'il était manifestement beaucoup moins élevé que le prix du marché, eh bien, nous avions eu quelques difficultés à mettre en location des logements familiaux de grande surface parce que le loyer trop élevé. Ça, c'est vrai. De toute façon, ça, personne ne s'en est jamais caché. Il a fallu trouver des solutions. La mise en location finit toujours par se faire parce qu'on finit finalement toujours par trouver quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois avec ce logement vide. Donc, c'est effectivement une petite difficulté. Pour votre information, en ce qui concerne la mairie du 18e, nous veillons maintenant systématiquement pour tous les nouveaux projets à éviter que les loyers PLS soient appliqués aux plus grands logements familiaux du fait de cette constatation. Il est réservé pour les F3 ou F2 qui, eux, se louent sans difficulté. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la délibération DLH 411 rue du Poteau qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. La DLH 416 qui concerne le 49 rue des Cloïs n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. Et on en vient à la... Hein? Oui? D'accord, alors qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Et on en vient à la deuxième délibération qui concerne la gare des Mines. Et la parole est à Éric Ehlers. Oui, merci Monsieur le maire. Vous avez déjà répondu à un certain nombre d'éléments, à savoir l'aspect architectural. Nous y serons encore
plus attentif s'agissant d'une tour de 14 étages. Voilà. Sachant que les précédentes réalisations de tours à Paris ne se sont rarement signalées par leur aspect gracieux, voilà, et que l'optimisation des droits à construire conduit malheureusement souvent à la réalisation de pâtés parallélépipédiques du pire effet. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas sur ce projet et que vous pourrez nous rassurer quand vous choisirez le lauréat du concours. Voilà. Sachant que le bâtiment est situé en bordure du périphérique, même si Madame Hidalgo a prévu d'en abaisser la vitesse et à terme de le transformer en un boulevard urbain, il y a quand même beaucoup de circulation. Aussi, qu'est-il prévu pour le confort climatique en été, sachant que l'ouverture des fenêtres ne sera peut-être pas forcément une solution de choix. Est-il prévu donc une climatisation dans cet ensemble ou à défaut, qu'est-il prévu? Je vous remercie. Alors, et nous voterons pour. Pas la clim. Mario Gonzalez. Même réponse, puisqu'effectivement, il y a actuellement des architectes qui sont en train de déposer des candidatures, et comme l'a dit Monsieur le maire, à la suite d'une très belle réunion qui a eu lieu au pavillon de l'Arsenal, où il y avait de nombreux architectes qui justement ont entendu les prescriptions architecturales et les défis de ces différents immeubles. Je précise par ailleurs que c'est un immeuble un peu complexe en réalité, puisque les architectes vont non seulement être consultés sur la construction de ces logements étudiants, mais c'est un immeuble qui en réalité est caractérisé par de la mixité fonctionnelle, c'est ce que l'on dit aujourd'hui, puisque vous aurez également dans ce même bâtiment des locaux d'activité et des locaux de la station MU. Donc c'est une complexité en plus, c'est un défi en plus. Ce que je peux d'ores et déjà vous dire, à défaut de vous montrer des visuels, c'est qu'en ce qui concerne les prescriptions architecturales, naturellement la proximité du périphérique a été prise en compte, de telle sorte que le confort des logements étudiants soit préservé aussi bien d'un point de vue sonore que d'un point de vue tout simplement de santé par rapport à la proximité et de traitement de l'air. Ce que je peux également vous confirmer, c'est que l'on va éviter les aberrations architecturales qui ont pu être faites, notamment je pense à Valentin Abeille, et petite pensée pour notre collègue Dieudonné qui n'est pas là ce soir, mais qui connaît bien cette résidence, et où pour le coup on met en place des systèmes d'aération et de climatisation avec des fenêtres qui ne peuvent pas s'ouvrir. Ces modes constructifs, c'est plus la peine, même si c'est à proximité du périphérique. Il faudra trouver des systèmes d'aération naturels avec des filtres naturels. Vous avez un très très bel exemple, je vous invite à aller sur le site internet de l'APC, je crois que ça s'appelle, oui l'APC, sur la tour des Poissonniers, où vous avez des innovations assez intéressantes sur comment traiter des logements à proximité du périphérique pour préserver le confort d'été notamment et le confort sonore. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DLH 422 qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie. On passe pas si loin que ça finalement, puisqu'on est 42 rue des Poissonniers pour un programme de création de 7 logements, dont 2 sociaux. Et la parole est à Éric Ehlers. Merci, Monsieur le maire. Alors, nous sommes dans le cadre d'un programme qui va prendre la place apparemment d'un garage qui passe par un promoteur et qui va donner lieu à la création de 7 logements, dont 2 sociaux. Et donc 5 logements, je suppose que c'est à loyer intermédiaire. Tout ça par la RIVP. Alors, nous sommes favorables à cette opération sur le principe, puisqu'il y a une création nette de logements, il y a construction de logements, même si c'est un quartier qui n'est pas en déficit de logement social, mais il y a en effet du PLS, du loyer intermédiaire, ce qui est une très bonne chose. J'ai une interrogation sur les 20 logements en démembrement de propriété qui sont indiqués dans la délibération. Et j'aurais aimé savoir quel est le montage que vont devenir à terme, donc a priori au bout de 20 ans, ces logements en démembrement de propriété. Est-ce que tout revient, je suppose que tout revient à la RIVP, et que deviendront-ils alors? Également savoir pourquoi il a été fait appel à un promoteur. C'est un montage que l'on a peu l'habitude de voir, sachant que tous les logements, a priori, sont quand même
soit en pleine propriété, soit en nue propriété pour la RIVP. Et enfin, dernière question, disposez-vous du visuel du projet architectural? Je vous remercie. Mario Gonzalez. Bien, alors c'est un projet assez original que j'ai suivi dans le cadre de l'instruction du permis, puisqu'il s'agit d'un immeuble actuellement à utilisation de garage. Je ne sais pas si vous voyez rue des Poissonniers, un garage voilà, qui est assez vétuste. Et donc l'idée, c'est de démolir ce garage, puisqu'il ne pouvait malheureusement pas être conservé, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la démolition est l'exception à Paris. D'un point de vue architectural, c'est un très beau projet. Je vous invite à voir tout simplement le permis. Il est public. Il est très beau, puisque ce sont des matières nobles en briques porteuses, blanches, et vous allez avoir des immeubles, des logements très qualitatifs, et surtout, c'est vraiment la particularité de ce projet, c'est tout à son honneur, la réhabilitation, et ils sont rares à la Goutte d'Or, d'ateliers en fond de cours, qui sont des ateliers anciens, parisiens, en poutre, et qui vont être complètement restaurés. Donc ils ont fait le choix de les restaurer, d'en faire 2 maisons individuelles, mais en tous les cas, c'est beau de pouvoir préserver ce patrimoine qui malheureusement se raréfie de plus en plus. En ce qui concerne le montage immobilier, il y a 7 logements qui sont confiés à la RIVP, puisqu'il y a un certain nombre de surfaces de création de logements qui contraint le promoteur à réaliser des logements sociaux. Donc ce sont ceux-là qui seront affectés à la RIVP. Ensuite, vous avez des logements en ULS. Effectivement, c'est un autre montage. Je vous avoue, pour ce qui concerne la mairie du 18e, on n'est pas très fan de l'ULS. Là, en l'occurrence, pour les raisons que vous exposez, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à l'expiration, quid de ces locataires qui ont bénéficié d'un logement social? Là, en l'occurrence, c'est le montage qui avait été choisi par le promoteur. C'est assez rare, ce montage. En tous les cas, on l'évite autant que faire se peut. Dans le 18e, on y arrive parfois, on n'y arrive pas tout le temps, puisque c'est aussi entre les mains du promoteur. Et voilà, c'est généralement des opérations complexes comme celle-ci qui permettent au promoteur de financer l'intégralité du projet. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DLH 431 qui est pour, qui est unanimité. Je vous en remercie. 89 rue Lamarck, on en a déjà parlé au précédent conseil d'arrondissement. La parole est à Éric Ellers. Oui, monsieur le maire, et comme nous en avions parlé lors du précédent conseil, notre position n'a pas changé. Il se trouve que cette délibération a été rejetée en conseil de Paris. Je pense que certains, ceux qui sont conseillers de Paris pourront dire pourquoi. Et je crois que c'est celle-là. Si, je crois que c'est celle-là. Ah, non, voilà. C'est la rue du Poteau qui est rejetée. Ah bon, alors donc c'est pas celle-là, autant pour moi. Voilà. Mais voilà, donc si elle avait été rejetée, nous sommes toujours contre. Voilà. Ce qui a au moins le mérite de la cohérence, et nous sommes donc toujours pour. Et donc je vous suggère que nous la mettions aux voix. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie. Et donc on en vient au 165 rue Ordonner, qui effectivement a fait l'objet d'un vote défavorable au Conseil de Paris, malgré l'accord de l'ensemble des élus de la majorité, qui pour le coup revient. La parole est à Éric Ellers. Oui, donc j'ai manqué d'attention, effectivement, j'ai anticipé sur la suivante. Donc sur le... Voilà, on était contre de toute façon toutes les deux, sachant qu'en fait pour la précédente délibération que j'ai zappée, du coup on était aussi, selon notre logique comptable, à un coût de plus de 9 000 € du mètre carré sur un immeuble qui comporte un ascenseur dans un bâtiment mais pas dans l'autre. Voilà, ce qui expliquait notre vote défavorable, sachant que cette délibération suivait celle de la DU 132 du précédent conseil. Je reparle à nouveau donc de la DLH 443, et sur la 456, nous votons contre cette délibération qui a été rejetée en conseil de Paris. Je vous remercie. Merci. Encore une fois, la logique comptable ne m'émeut pas tant que ça, mais 9 000 € du mètre carré, tout rénové, 89 rue Lamarck, pour le coup, c'est une hyper belle affaire. Hein. Mais ce n'est pas de la logique qui nous intéresse. Je ne sais pas si on l'a déjà évoqué, on peut la mettre peut-être directement en voix. Donc je mets en voix la DLH 456 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie. Et la DU 156 n'a pas fait l'objet d'inscription. Elle est adoptée.